Bonjour, je m'apprête à vous enregistrer 3 vidéos concernant le 19e siècle et plus précisément les 2 dernières décennies du 19e. Nous allons au cours de 3 vidéos parler de différents mouvements. Tout d'abord, le néo-impressionnisme et Cézanne dans cette vidéo-ci. Je vous en ferai une deuxième sur l'expressionnisme et l'influence des arts premiers. Et une troisième diapositive abordera le thème du symbolisme. Ce ne sont pas les seuls mouvements qui existent pour cette fin du 19e siècle, mais ce sont des mouvements qui, pour la plupart, en dehors du symbolisme, viennent réagir par rapport à l'impressionnisme et prolonger la démarche ou proposer des pistes complémentaires pour aller plus loin dans la recherche. Alors tout d'abord, ce premier tableau de Georges Seurat, qui est un des grands chefs de file du mouvement du néo-impressionnisme. Le terme de néo-impressionnisme a été inventé en 1886 par le critique d'art Félix Fénéon à la 8e exposition des impressionnistes pour parler d'une série d'œuvres qui ont été réalisées par un groupe actif de 1884 à 1891 principalement, mais dont l'influence continuera jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ce groupe comprend comme chef de file Georges Seurat et également Signac, que nous verrons juste un petit peu après. Que peut-on observer dans ces tableaux? Tout d'abord, le tableau que vous avez sous les yeux, vous voyez très bien qu'il garde un goût pour des thèmes du quotidien, comme l'impressionnisme, ici tout simplement un port, une baie, un paysage donc. Ensuite, vous pouvez percevoir également qu'on garde une certaine vivacité de la couleur. Nous allons voir des détails tout de suite de plus près pour mieux en percevoir les caractéristiques. Troisièmement, on sent que ici, comme dans les tableaux impressionnistes, on cherche à avoir une lumière scintillante, une lumière vive qui vient vibrer au niveau de l'œil. Une grande différence cependant par rapport à l'impressionnisme, c'est que le néo-impressionnisme réagit contre la dissolution des formes qu'on avait pu pointer dans l'impressionnisme, où la touche large, rapide, amenait une imprécision des contours des formes qui venait soutenir en quelque sorte la vibration de la lumière, l'instantanéité de la représentation. Lorsque vous voyez ce tableau, vous sentez que, à la différence de l'impressionnisme, des tableaux de Monet par exemple, il n'y a pas du tout de mouvement. Au contraire, le tableau est extrêmement précis, arrêté, les contours des formes ne sont pas dessinés avec une ligne continue, mais les formes sont solides, bien délimitées, parfaitement lisibles, et donc on est dans un type d'ambiance qui diffère de celui vibrant, fugace de l'impressionnisme. Nous sommes donc face à une lumière vivante, des couleurs vives, mais pas face à une lumière fugace qui passe. Voyons de plus près la façon dont le tableau est peint. Lorsque vous regardez de près le tableau, vous vous rendez compte qu'il est en fait peint de tout un ensemble de petits points de même dimension, de couleurs vives qui sont juxtaposés les uns aux autres. L'artiste Georges Seurat travaille en fait sur le principe que nous connaissons bien dans le domaine de l'imprimerie ou dans le domaine des écrans avec les pixels, que si deux points de couleurs différentes sont juxtaposés, ils vont, si on prend suffisamment de recul, se mélanger dans l'œil et donner naissance à une nouvelle couleur. Ainsi, cette façon de faire lui permet de ne travailler qu'avec des couleurs, nous dirons plus ou moins pures, des couleurs vives. Et vous observez en effet dans le tableau que vous avez presque uniquement des petits points bleu, orange, jaune, parfois vert, ou de couleurs plus soutenues comme ici sur le côté.
Et donc, tous ces petits points sont juxtaposés de façon précise. Ils doivent être de dimension égale pour se mélanger plus aisément sur la rétine, va-t-on dire. Et il dessine donc, il détermine des contours précis pour les formes sans qu'aucune ligne de cerne ne vienne entourer ces formes. Ça permet donc cette vibration de la lumière dont je vous parlais juste précédemment. Il est évident qu'un tableau tel que celui-ci va demander un nombre considérable d'heures de travail pour pouvoir être peint. En effet, il n'est plus question pour les artistes de ce mouvement du néo-impressionnisme, qu'on l'on appelle aussi divisionnisme, parce qu'il divise la couleur dans des tas de petites touches de couleurs multiples qui se fondent sur la rétine. Eh bien, pour peindre ces tableaux, les artistes ne vont plus pouvoir travailler en extérieur, ils travaillent de longues heures à l'intérieur, dans leur atelier. Nous quittons donc la spontanéité, la fugacité que l'impressionnisme voulait développer, enfin avait développé, pour retrouver des tableaux extrêmement construits, demandant un travail long et patient de la part des artistes. Remarquez combien ils poussent les choses à l'extrême, allant même jusqu'à peindre le cadre et l'ombre du cadre sur le tableau, quand vous voyez cet élément-ci. Paul Signac est donc un des autres grands artistes de ce mouvement du néo-impressionnisme. Dans ce tableau d'une femme à l'ombrelle, dont vous voyez qu'il est quand même relativement grand, 81 cm de haut, c'est donc un travail qui demande plusieurs mois, souvent avant d'être finalisé. Et vous voyez que à nouveau, l'image est très statique, figée. On a cependant une très bonne vivacité des couleurs et, comme je vous le disais précédemment, une vibration de la lumière. Mais les formes sont précisément définies. On le voit très bien pour la silhouette, pour le visage, pour les détails. On sent aussi qu'elles sont parfois quelque peu stylisées. Regardez les éléments de botanique ici qui sont observés sur le réel, mais qui apparaissent un peu comme dans une estampe japonaise sur un fond uni en arrière-plan. Et vous pouvez observer que le travail sur les couleurs, et plus précisément sur les couleurs complémentaires, est très important pour l'artiste, chose en quoi il est héritier des impressionnistes aussi. Ainsi, pour augmenter la vivacité du vert que vous avez là, comme par hasard, vous avez de l'orange, tout orange rougissant, dirons-nous, pour l'ombrelle, tandis que par rapport à la jupe mauve que vous avez ici, le jaune vient venir faire ressortir cette couleur mauve. Quand nous nous approchons de l'image, nous pouvons voir à nouveau qu'il n'y a pas de ligne de contour, mais que tous les petits points sont de même dimension, de couleurs multiples, juxtaposés de façon très précise et consciencieuse par l'artiste. Quelques petits détails à observer dans ce travail considérable, par exemple, pour mieux faire ressortir le bras par rapport à la jupe où les mauves dominent, vous allez avoir une petite ligne de jaune de la couleur complémentaire du mauve qui va venir trancher, aider à trancher entre les deux couleurs vertes et mauve que vous avez là. Vous voyez aussi que pour donner plus de précision au contour de la forme sans avoir de cerne, encore une fois, de lignes de contour précises, on va avoir une accumulation de petits points plus sombres, proches des noirs, pour mieux déterminer l'ombre et le bord de la forme ici, pour le bord de la jupe. Alors Cézanne est un artiste un peu particulier dont la peinture est importante, vous allez vous en rendre compte pour comprendre certains mouvements du XXe comme le cubisme. Tout d'abord, Cézanne est héritier de l'impressionnisme. Vous pouvez peut-être vous en rendre compte dans ce tableau au travers de la vivacité des couleurs soutenues, vives, qui sont régulièrement complémentaires. Observez par exemple le mélange des verts et des rouges que l'on peut observer sur ce tableau, mais voyez aussi par exemple pour l'élément de la nappe ou du tissu blanc qui est représenté, le fait que les ombres ne sont pas faites par un grisé comme on l'observe dans la peinture académique, mais par des touches qui sont elles-mêmes colorées,
tel ici plutôt vers des bruns ou vers quelque chose qui tire un peu sur le mauve ou le bleu. Donc des couleurs, des vraies couleurs dans les ombres, comme nous avions pu le voir dans un tableau, par exemple, de Renoir précédemment ou de Monet. Ceci dit, par rapport à cette vivacité de la couleur de l'impressionnisme, ah oui, autre point qui reprend à l'impressionnisme, c'est la liberté de la touche dont vous sentez qu'elle est assez présente dans différents endroits, comme pour les contours du tissu, le rendu des ombres à nouveau, ou les éléments du tissu sur lequel est posée la nature morte. Donc, il est héritier de l'impressionnisme de certains points de vue, mais il ouvre d'autres voies. Ainsi, par exemple, ici aussi, on retrouve une solidité des formes. Les différents fruits, les pommes qui sont posées ici, ont des contours précisément délimités, de même que les pots de support ou le vase que vous avez ici, vous sentez que les formes sont parfaitement lisibles. On n'a plus de dissolution de la forme comme on l'avait précédemment. Le sujet, lui, reste un sujet du quotidien, mais vous voyez que Cézanne va aimer particulièrement ici les natures mortes. Il aimera aussi régulièrement faire des paysages ou des thèmes de baigneuses ou des portraits. Sa peinture est multiple, mais elle observe le siècle, le monde dans lequel il vit, sans nécessairement développer de symbolique, comme par exemple souvent de par le passé, les natures mortes étaient porteuses de symboles multiples au travers des éléments représentés. Ce n'est pas le cas chez Cézanne. Mais il y a un autre élément par lequel il est fortement novateur, c'est le traitement de l'espace. Ainsi, quand vous voyez cette œuvre, vous vous rendez compte que l'artiste s'arrange pour que votre œil ne puisse pas s'échapper vers un lointain. Ainsi, regardez le fait que vous n'avez pas d'ouverture vers un ciel, vers un horizon, que l'élément sur lequel la table, peut-être, la nature morte est déposée, a tendance à se redresser vers le fond et à empêcher tout échapper de l'œil, comme pour projeter vers vous, vers l'avant, les éléments représentés sur ce drap très lumineux, ce drap blanc. Observez aussi que dans la façon de représenter les choses, et plus particulièrement cette coupe qui porte les pommes, on a une perspective un peu étrange, bizarre. Cela tient au fait que l'artiste va avoir tendance à représenter dans la même œuvre les choses selon différents points de vue en même temps. Je m'explique. Ce pied ici semble être vu à l'horizontale, de face. Par contre, la partie supérieure de la coupe semble être vue de façon plus verticale, un peu plus du haut, comme si le point de vue de l'artiste se redressait entre le moment où il regarde ceci, où il était peut-être accroupi, et puis cette zone-ci, où il est peut-être debout, par exemple. Et on sent donc que ça rend l'ensemble de l'espace de l'œuvre un peu étrange, un peu de guingois, pourrait-on dire. Ça va être plus visible encore dans l'œuvre suivante. Regardez ici. Par exemple, j'aime prendre pour exemple la table. Si vous suivez la ligne de la table ici en avant, vous vous rendez compte qu'entre la partie gauche et la partie droite de la table, le point de vue de l'artiste a changé. Ici, il était peut-être accroupi pour regarder ceci, tandis que là, il est plutôt debout. On dirait qu'il voit la table plutôt du haut. Et comme ces deux parties de la table ne se rejoignent pas, ne correspondent pas, l'artiste a déposé ce drap qui fait la jonction entre les deux parties et empêche que ce soit trop dérangeant. Même chose pour le panier. Ceci semble être vu de face, mais on dirait que pour voir la anse qui se trouve ici, on a légèrement tourné vers la droite. Même chose pour le pot sur la table. Il est vu de face, mais l'ouverture semble être presque ronde et vue de haut. Vous observez que pour cette œuvre aussi, l'artiste empêche tout échapper de l'œil vers le lointain en mettant la ligne de jonction entre le sol et le mur très haut. On dirait d'ailleurs que le sol se redresse au fur et à mesure qu'on va vers le lointain. Et à nouveau,
observées comme les touches de blanc et le drap blanc qui se trouve ici en avant-plan, font ressortir très fortement la nature morte qui est posée ici, comme à nouveau pour la projeter vers nous. Et c'est vraiment une des volontés de l'artiste. Il a donné les phrases qui suivent et qui sont importantes. Il dit par exemple, il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. Ça fait référence au fait qu'il veut retrouver une solidité des formes, s'opposant de ce point de vue au principe des impressionnistes. Mais l'autre phrase est aussi quelque chose de très important et très fondateur pour l'art du XXe siècle. Il dit, l'art est une harmonie parallèle à celle de la nature. C'est plein de sens cette phrase, parce qu'il ne s'agit plus pour l'artiste de faire une copie de la nature, mais l'harmonie qu'il va créer dans sa toile est parallèle, mais parallèle, donc en même temps est liée à celle de la nature et en même temps est autonome, est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que le principe d'un art mimétique de la nature est dorénavant dépassé. L'artiste, dans sa toile, quand il travaille l'espace et projette les choses représentées vers vous montre que la toile est un élément à deux dimensions et projette le sujet vers vous plutôt que d'avoir l'idée d'avoir un tableau, comme le disait Alberti, qui est une fenêtre ouverte sur le monde qui perce le mur sur lequel le tableau est accroché. Donc il ne s'agit plus d'être un art qui est une fenêtre vers le monde, mais d'être un art qui crée de façon autonome une nouvelle réalité qui a ses propres règles, qui ne sont pas dépendantes de l'illusionnisme et de la façon dont l'homme perçoit le monde. Donc, il s'agit de créer une nouvelle réalité qui est parallèle à celle de la nature. Donc, parallèle, elle continue de s'en inspirer, ce n'est pas de l'art abstrait, mais elle n'est plus imitative, illusionniste dans la représentation du réel. C'est dans cette dimension-là que Cézanne est extrêmement moderne et fondateur pour le XXe siècle.